Bonjour à tous, bienvenue donc sur les tremplins vers la nouvelle économie de la communication de ce jour. Les tremplins d'économie, c'est la 10e édition de l'Observatoire Comédien. Effectivement, elle est sous un format aujourd'hui un peu différent. Donc le digital a prédominé pour des raisons sanitaires, puisque nous devions en effet être accueillis au MEDEF, et pour les raisons sanitaires, nous n'avons pas pu donc tenir cet événement. Pour autant, j'espère que nous aurons à partager avec autant de plaisir que nous l'avons, même si nous avons beaucoup moins de proximité, qui est celle auquel on est tant attaché à l'Observatoire, de nous voir, de nous rencontrer, de partager nos points de vue. Mais on va essayer de partager le mieux possible cette matinale ensemble. Deux temps, nous avons une première séquence où nous ferons intervenir 4 chefs d'entreprise à nos côtés, qui vous parleront de la situation telle qu'ils l'ont vécue, confinement, post-confinement, et puis surtout reprise, et surtout peut-être mutation de leurs propres entreprises, ils sauront faire état. Avant même de démarrer, je voulais vous restituer en avant-première, puisque vous savez que depuis le mois de juin, nous éditons un baromètre sur la tendance qui est celle effectivement que nous observons de la filière de la communication. Donc, je vais vous restituer quelques chiffres et je passerai très vite la parole à nos invités. Les premiers chiffres qui conviennent sur l'impact de la Covid-19 et ses perspectives de reprise. Regardons ce qu'il en est dans les chiffres. D'une part, ce baromètre est le 2e édition. Nous avons été très attachés à respecter également le poids économique que représente chacun des secteurs. Vous savez, quand on parle de filière de la communication, pour nous, ça regroupe l'ensemble des secteurs d'activité. Et je crois que certains intervenants sauront le rappeler. C'est une chaîne de valeur. Donc, nous avons toujours travaillé sur à peu près le même panel entre les agences événementielles, l'industrie, le numérique et les médias. Et nous avons réparti avec nos adhérents et nos non-adhérents. Et je remercie encore ce matin de très nombreux adhérents présents lors de cet échange. Voilà ce qu'il en est. Les chiffres sont sortis hier soir. Qu'en est-il actuellement sur quelques éléments clés? Sur la perte du chiffre d'affaires, 77% des répondants ont perdu moins de 50%. Alors, bien entendu, la composition n'est pas du tout de même nature en fonction des secteurs d'activité qui la composent. L'ensemble de ces chiffres vous seront publiés d'ici le début de semaine prochaine dans l'ensemble de ces détails. Mais on voit bien qu'effectivement, voilà ce qu'il en est actuellement sur la logique de perte de chiffre d'affaires et d'activité, très différent d'un secteur à l'autre. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on regarde les chiffres complémentaires. Quelles sont les difficultés rencontrées? Nous savons, et c'est un élément qui a été déterminant dès la mise en confinement, d'ailleurs dans les travaux que nous avons conduits à l'Observatoire, grâce à la médiation, et on aura le plaisir avec Pierre Pellouzet d'en reparler tout à l'heure, les difficultés de trésorerie. Voilà ce qu'il en est dans les chiffres annoncés. 66% nous déclarent ne pas avoir de difficultés de trésorerie. Alors si on regarde la vague 1 et la vague 2, il semblerait que la situation de trésorerie est plutôt vécue d'une façon encore moins prégnante lors de cette seconde vague. Alors cela est à mettre avec beaucoup de précautions, bien entendu, tenant compte des entreprises, certaines par contre rencontrent aujourd'hui de graves difficultés. J'aimerais y revenir. Autour de l'emploi, effectivement, là, on doit attirer notre attention. 42% visent sur la stabilité des effectifs, quant à 38% raisonnent aujourd'hui sur une réduction des effectifs. C'est un point important qui est un point d'alerte que nous suivons de très près. D'ailleurs, dans les travaux que nous menons par ailleurs, et nous aurons aussi à y revenir ce matin. Ça montre bien tout de même qu'il y a un risque de tendance sur la réduction des effectifs. Le climat interne et externe de l'entreprise, là aussi, vous verrez, on est quand même dans un climat où on voit beaucoup de résilience dans cette filière. Beaucoup de résilience qui a été adoptée. Le climat social semble plutôt correct, même si on fait attention sur certains secteurs d'activité. Les relations avec les partenaires financiers sont relativement correctes, même si certaines sont tendues sur 2 industries qui sont l'industrie et le numérique. Mais ça renvoie à la confiance qu'ont les marchés financiers sur des acteurs, notamment sur l'industrie de la communication. Les relations avec les fournisseurs semblent être correctes et aussi les relations avec les clients. Il semblerait que le climat extérieur, exogène de l'entreprise est plutôt, je dirais, bon, si on peut s'exprimer ainsi. Sur les indices de confiance des dirigeants d'entreprise, aujourd'hui, 49% sont plutôt confiants. 28% pas confiants.
Je sais que ce matin a été publiée une étude CPME qui montre qu'effectivement la notion de confiance s'est dégradée au cours de ces derniers jours. Indéniablement, la crise sanitaire, donc qui ressurgit depuis maintenant 3 semaines, donc inquiète grandement effectivement l'ensemble des dirigeants d'entreprise. Eh bien, maintenant, j'ai le plaisir d'avoir mes invités, donc Éric Trousset, donc que vous connaissez, avec lequel je travaille énormément, donc sur les chiffres et les données économiques, au-delà de ses fonctions à la Poste. Donc, je vais tout de suite, donc j'accueille Fabienne Filleul, qui est directrice générale donc du groupe Affluence, donc Lionel Chomeil, président du groupe Chomel, et puis donc Jean-François Curtil, donc le président d'Exterion. On veut cette pluralité donc des acteurs dans les secteurs d'activité qui la composent. Mon cher Éric, bilan premier semestre, perspective second semestre, et je te poserai pas la question sur 2021 puisque tu m'as interdit de la poser. C'est surtout que j'aurais du mal à y répondre. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, on va, pour mettre en perspective, on va se baser sur des chiffres que donc l'IREP, qui est une association interprofessionnelle qui évalue les recettes nettes des médias depuis la fin des années 50. Et donc depuis 3 ans, on s'est associé avec Kantar Media et France Pub pour créer ce qu'on appelle le BUMP, le baromètre unifié de la mesure du marché publicitaire, de manière à avoir différents angles cohérents, ce qui n'était pas forcément toujours le cas avant, entre une approche en données nettes, en données brutes, la vision annonceur et la vision média. D'un point de vue média, bon, c'est clair qu'on a vécu une année, enfin en tout cas un premier semestre inédit par son ampleur. C'est quand même la première fois qu'on a un arrêt de pan entier de l'économie. D'abord parce que nous, en tant que citoyens consommateurs, on était confinés à la maison pendant 2 mois et des industries entières étaient à l'arrêt. Donc ça, c'est totalement inédit. Et je ferai référence tout à l'heure à la crise financière d'il y a une petite dizaine d'années, et en dépit de son ampleur, qu'on avait déjà mal vécu au niveau du marché publicitaire, jamais on n'a connu un tel choc. Alors, ça se traduit par des chiffres qui sont assez effrayants. Enfin, je crois qu'il faut employer les mots. Le marché des... Ah, nous avons perdu Éric. Bien, je crois que nous avons peut-être perdu Éric. Je ne sais pas, on va... Bon, oui, Éric, nous avons perdu Éric. Hein. À quel moment vous m'avez perdu ? Sur un marché effrayant, donc effectivement. Donc un marché publicitaire qui a baissé de quasiment moins 23% sur le premier semestre 2020. À titre de comparaison, au cœur de la crise financière 2008-2009, le marché avait baissé de même pas, moins 9%. Donc vous voyez qu'on est sur un choc inédit par son ampleur. Et alors derrière, quand on regarde les informations par médias, on a finalement 2 natures de repli. Il y a les médias qui étaient à l'arrêt total, c'est vrai de la publicité extérieure, c'est vrai de l'imprimé publicitaire, c'est vrai du cinéma, où là, il n'y avait plus de toute façon de la possibilité de travailler pour ces médias. Enfin, les salles de cinéma fermées, mécaniquement, 0 recette. La publicité extérieure, quand vous avez pas la possibilité, de toute façon, il n'y avait pas de consommateurs dans la rue, ou très peu, et pas la possibilité d'envoyer finalement des collaborateurs pour s'occuper des panneaux, et pareil pour l'imprimé publicitaire, impossible d'envoyer des salariés faire de la distribution. Donc là, on est sur des chiffres qui sont entre moins 40% et presque moins 60% pour le cinéma. Et puis il y a les médias qui ont pu continuer à travailler, notamment à émettre ou à diffuser. C'est le cas de la presse, de la radio ou de la télé, avec, on l'a vu notamment pour la télévision, des niveaux d'audience historiques. Il y avait un besoin d'information et de divertissement pour la population confinée. Pour autant, il y a de nombreux secteurs qui n'étaient pas dans la capacité de communiquer parce qu'on n'était pas dans un moment de consommation. Et là, on est globalement sur des replis autour de moins 20%. Et même le digital a quand même baissé de près de moins 9% sur ce premier semestre. Donc vraiment, tous les leviers ont été touchés.
Les réseaux sociaux un petit peu moins, mais on est quand même sur un repli de -4. Donc, on a vraiment un choc inédit par son ampleur et qui a vraiment touché tous les acteurs. Maintenant, si on se projette, je fais attention au temps, sur la fin d'année, les prévisions que l'on a faites, je dirais, au sortir de l'été, donc avant même que l'on revienne sur un pic épidémique dont on espère qu'il sera pas trop long ni trop violent, même si les signaux au quotidien sont malheureusement pas encourageants. La prévision que l'on porte, et elle est de -20% sur l'ensemble des dépenses de communication des annonceurs, avec un différentiel néanmoins entre le digital que l'on estime à hauteur de -5, -17 sur les médias et -26 sur ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait encore le hors média. Et là, pour le coup, l'événementiel pèse lourd, hein, puisque on voit bien toute la difficulté à organiser des événements, qu'ils soient en B2C ou en B2B. Donc voilà, la perspective, elle reste sombre, hein, puisque on serait autour d'un -20%. Et puis bien évidemment, on ne s'est pas risqué à parler de 2021 parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à voir, ne serait-ce qu'au-delà d'un mois. Merci Eric. Je crois qu'il y a un point qui est important. Effectivement, ces -20% ne doivent pas cacher la réalité de certains secteurs d'activité, notamment l'événementiel, donc qui est frappé et sur lequel effectivement les chutes sont bien plus importantes, mais aussi certaines activités, donc dans la communication, parfois dans les industries de la communication, mais aussi dans l'audiovisuel. On sait qu'il est particulièrement touché. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur également l'Observatoire de la transformation audiovisuelle avec mon ami Bernard Chosgros. Donc, c'est un secteur qui est également terriblement touché et qui dépasse de très loin les 20%, puisqu'on est plutôt dans les 50 ou 60% de baisse. Ma chère Fabienne, d'abord, merci d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous. Tu es un groupe de marketing multicanal, cross-canal, avec un plan sur la production importante et les industries aussi importantes. Comment cela a été vécu chez vous? Comment vous l'avez pris en compte et comment vous le faites évoluer? De toute façon, je pense que voilà, on n'échappe pas à la règle, hein. Je crois que ce confinement a été pour tout le monde une perte de repères et de certitude. On était tous installés sur cette année 2019 qui a été plutôt une très belle année. Je pense pas démentir la croissance et que, en fait, compte ce confinement, voilà, nous a été comme un électrochoc. Donc, une fois qu'effectivement on a vécu cette situation, il a fallu la regarder avec objectivité. Essayer de relever la tête et puis de se réinventer. Donc, on a fait comme tout le monde au démarrage. Bien évidemment, on a sécurisé complètement nos salariés. On a mis en place toutes les mesures sanitaires, toutes les mesures barrières avant d'avoir à fermer nos locaux, comme effectivement il nous a été demandé quand on est passé en confinement total. La difficulté qu'on a eue, ça a été, puisqu'on a certains de nos métiers où on n'envisageait même pas, certainement à tort, puisqu'on a réussi à le faire, de pouvoir mettre certaines personnes en télétravail. Donc, notre DSI a travaillé vraiment en un quart de seconde à pouvoir transformer cette évidence et pouvoir mettre tout le monde à travailler chez eux, à distance, en respectant autant que faire se peut RGPD. En tout cas, on a tout sécurisé pour que tout le monde travaille à distance, en mode distant. Donc ça a été vraiment un gros travail qui a été fait. Le premier enjeu, bien évidemment, de cette période, ça a été de garder du lien. On va dire que vraiment, ça a été ça. Garder le lien en général, le lien avec nos collaborateurs. Ça a été un gros projet managérial d'équipe. Mettre en place les visioconférences, les échanges en interne, créer des WhatsApp, complètement rester en fusion avec nos équipes. Bien évidemment, faire la même chose auprès de nos clients, parce que garder cette communication et puis continuer à travailler et à essayer de tirer le maximum de tout ce qu'on pouvait faire pour les accompagner dans cette difficulté, parce que notre difficulté était leur difficulté. Donc, bien évidemment, cette soutenance à distance était très, très, très importante. Création de webinars. Voilà, il fallait être là au maximum, c'est ce qu'on a essayé de porter. Et puis, garder le lien avec nos fournisseurs,
bien évidemment, sans nos fournisseurs, c'est compliqué, surtout sur la société de Comeback, plateforme de production où, bien évidemment, notre parc machine, ce sont les fournisseurs, ce sont nos collaborateurs directs. Donc, garder ce lien avec eux était essentiel. Le deuxième enjeu, je dirais, c'était effectivement de pouvoir garder notre trésorerie. Nous étions une société, nous sommes toujours une société qui gérons en bon père de famille. Heureusement, eh bien, nous en a pris. Ça nous a même permis à certains égards de pouvoir soutenir la trésorerie de certains de nos clients et puis de pouvoir mettre en place une action parce que certains autres de nos clients ont eu des difficultés aussi, donc forcément ça nous a engendré une baisse de cette trésorerie. Et vis-à-vis du soutien qu'on se devait auprès de nos fournisseurs, l'idée était de pouvoir faire pas un choix parce que c'était pas ça, mais en tout cas c'était de soutenir au maximum les acteurs les plus faibles pour éviter qu'ils soient en danger, parce qu'encore une fois nous on a besoin de tout le monde au quotidien et on a géré autant que faire se peut, voilà, par cette valeur de soutien au maximum de ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, ça a été vraiment les enjeux. Et puis le troisième enjeu était bien évidemment d'utiliser tous les outils que le gouvernement nous a mis et nous a servi. En l'occurrence, bien évidemment, on a fait appel au PGE et puis on a mis en place le chômage partiel. Et voilà, ça sans politique aucune, merci de l'avoir fait malgré tout. Par contre, toujours sans politique aucune, ça a été très très compliqué à vivre, à mettre en place. Par la manque de clarté des messages que le gouvernement nous envoyait, par le manque de réassurance qu'on avait, même si, encore une fois, cette situation à leur place était certainement très peu enviable et très difficile. En tout cas, ça retombait sur nous de manière inexorable. Et donc, voilà, c'était un petit peu déstabilisant, mais malgré tout, voilà, il a fallu faire face, on a fait face. Une fois passée cette période-là, je dirais que la conscience de la situation face au volume, quand on est au fond de la piscine, on tape du pied, on remonte. Donc, on s'est mis à travailler sur des analyses de la situation. On a mis en place des plans de reprise. On a travaillé sur des plans de reprise d'activité avec différentes hypothèses liées à différentes hypothèses de business plan. On a fait 3 business plans et puis on s'est dit, on va tabler sur le milieu. On a eu raison aujourd'hui. On arrive peu ou prou à viser sur ce business plan intermédiaire. Donc voilà. Et quand on est sorti du confinement, donc cette analyse de crise, on s'est mis autour de la table et on s'est dit voilà, c'est vrai qu'on a vécu des menaces, on a analysé et pris conscience de ces menaces. On a pris conscience aussi, on s'est dit on peut pas rester que sur cet état-là, il va falloir qu'on en tire des opportunités. Donc, on a fait tout le portrait de nos opportunités et en fin de compte, on a réinversé la vapeur, on a repris confiance et on s'est dit, voilà, nos fragilités, où sont-elles? Comment est-ce qu'on les contrecarre? On a fait émerger des solutions ad hoc. Et puis, la fin d'une crise, c'est la fin d'une période, le début d'une autre. Donc, on s'est posé sur, voilà, on sera quoi demain? Comment est-ce qu'on se transforme? Comment est-ce qu'on transforme nos entreprises pour pouvoir exister et continuer à vivre et pérenniser les emplois et nos entreprises? Donc, nous, on a fait le choix de, bien évidemment, la transformation digitale. On avait fait le choix déjà d'une transformation numérique puisque on a développé depuis 6 ans des suites outils collaboratifs très efficientes aujourd'hui, mais bien évidemment, on va mettre boucher triple, voire boucher quadruple pour encore plus développer cette digitalisation des flux puisque ça touche l'entièreté de nos métiers et puis d'être complètement digital centrique. Ça c'est important. En tout cas, c'est là où nous allons poser notre stratégie avec un sujet RH émergent, l'idée de pouvoir accélérer notre présence auprès de, en tout cas, porter nos collaborateurs sur cette transformation et on a mis en place, on est en train de mettre en place un plan de formation très important pour garder nos collaborateurs et les pousser surtout vers un autre avenir. Nos métiers seront
d'aujourd'hui sont certainement pas les mêmes aujourd'hui, enfin demain et encore moins après-demain. Donc, si on ne pousse pas nos collaborateurs vers cette transformation, je pense qu'on va vraiment vers de grosses difficultés. Et puis, enfin, on envisage des opportunités de croissance et de partenariat fort parce qu'aujourd'hui, on vit des concentrations et ces concentrations sont, je pense, très importantes. Il faut qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, la communication, c'est 85% PME et TPE. Il faut qu'on fasse qu'un. Il faut qu'on n'ait plus peur de travailler ensemble. C'est notre avenir qui se joue là. Et je voulais aussi faire voilà, une petite vision qui me porte à cœur, c'est celui de la filière communication avec un grand C, qui aujourd'hui pour moi est beaucoup trop silotée. On n'a absolument pas été identifié par le gouvernement comme un secteur à risque et impacté comme peut l'être l'événementiel. Encore une fois, c'est pas pour viser l'événementiel, c'est normal qu'ils aient été appuyés parce qu'eux, ils ont vraiment été complètement touchés par ce Covid. Mais en tout cas, le gouvernement ne sait pas aujourd'hui qu'il y a une filière avec un grand C. Et aujourd'hui, 1 euro, on sait qu'1 euro investi dans la communication, c'est 8 euros de PIB qu'on fournit. Et ça, on ne le martèle pas. On ne sait pas comment et à quel point cette communication, cette filière est tellement importante pour l'économie. On n'appuie pas sur ce bouton. Et je pense qu'on en porte la responsabilité de parler de plusieurs voix. Voilà. Je voulais juste faire cette petite Merci Fabienne. Merci Fabienne. Je crois qu'on partage tous dans ces valeurs. Merci pour cet enthousiasme et le dynamisme que tu portes. Et je sais que dans des périodes fort compliquées, sache que la dimension qui est celle de la filière de la communication dans sa globalité a toujours été pour nous notre parti pris à l'Observatoire. On raisonne sur un écosystème global. Je crois que nos pouvoirs publics écoutent tout de même de plus en plus ce sujet-là. Nous avons bonne conscience. Rappelez-vous l'année dernière, nous avons fait les tremplins d'économie à Bercy. Donc, le patron de la DG Automaco était venu nous rejoindre et avait bien compris cette dimension de la filière dans sa globalité. Donc, j'ai bon espoir que tout le monde le comprenne bien. Mais tu as tout à fait raison. Si nous sommes plus entendus dans le poids économique que nous portons avec les 39 milliards que nous portons, 3e contributeur au PIB national, normalement, on devrait être. Mon cher Lionel, tu diriges un groupe industriel. Tu diriges un groupe industriel, mais aussi de services. Tu as fait la transformation aussi de ces métiers. En 4 minutes, est-ce que ton vécu, ton actualité et tes perspectives? Bon, bonjour à tous et merci de me laisser la parole. Je suis ravi de pouvoir effectivement contribuer à réfléchir à l'avenir du domaine de la communication. Donc effectivement, au niveau du vécu, comme tout le monde, nous avons donc eu un arrêt brutal mi-mars. Mis l'entreprise en activité partielle en utilisant le PGE et le report de charges. Je voulais d'ailleurs remercier le gouvernement qui a bien œuvré là-dessus. Nous avons donc mis les fonctions support en télétravail, notamment la DRH, la DAF, le marketing, la com, les achats et la DSI. Et en fait, ces services-là ont eu un boulot énorme puisque nous avons mis en place un plan de formation et préparer l'avenir de l'entreprise. Nous avons profité du temps que nous avions de disponible pour structurer l'entreprise et mettre un plan de modernisation de l'ensemble du groupe. Au niveau donc du redémarrage de l'entreprise, du groupe, donc effectivement, nous avons réalisé des documents vitaux dans le secteur de l'énergie, de l'agroalimentaire, de la sécurité ou de la défense. Et nous livrions les clients carrément à leur domicile. Et puis, nous avons nos services R&D à créer et produire des produits de sécurité Covid avec des visières de production, de protection, des panneaux de plexiglas, la signalétique du marquage au sol qui a permis de faire redémarrer nos sites de production. Et effectivement, nous avons eu tellement de demandes que nous avons été à court de matières premières, notamment de plexiglas. Voilà, donc 80% des collaborateurs rêvaient de revenir travailler et 20% étaient en charge des enfants. Et on a même eu des collaborateurs qui réalisaient la production de visières chez eux avec leurs enfants. Voilà, donc on a constaté un grand élan de solidarité des équipes, du groupe, mais aussi avec les donneurs d'ordre qui avaient besoin aussi d'échanger. Donc globalement, nous avons adapté la voilure à l'activité.
Et il se trouve que bon, maintenant, actuellement, l'entreprise est revenue à la normale depuis septembre. L'activité est revenue à 100%. Alors, au niveau du plan de relance, donc je pense que l'objectif, c'est de préserver nos entreprises et les emplois. Savoir que les structures, les petites structures qui étaient un peu en difficulté risquent d'avoir du mal et que nous allons effectivement assister à la concentration, à des rapprochements et des regroupements d'acteurs. Donc, nous, au niveau défensif, on a les yeux fixés sur la trésorerie, qui est l'indicateur clé de nos entreprises, avec une énorme vigilance et des efforts auprès de nos équipes, sans relâche pour faire respecter les délais de règlement. Donc, nous disposons effectivement d'aucune information récente sur la solvabilité et la situation financière des entreprises et de nos clients. Après, au niveau offensif, donc, en gros, on n'a jamais arrêté. Donc, on a profité du confinement donc pour déployer un plan d'évolution d'entreprise avec l'objectif, c'est d'être plus fort en sortie de crise. Donc, on a effectivement digitalisé l'entreprise. Nous avons aussi donc l'ensemble des process de production, administratifs et supply chain. Nous avons aussi renforcé la sécurité des données et de nos systèmes d'information, déployé des formations auprès de nos collaborateurs et remis à plat la stratégie, nos offres, nos services, nos forces. En même temps, la communication. Nous avons donc redéfini notre plan de communication, renforcé nos valeurs, notre raison d'être et décidé d'un plan d'investissement très important à l'avenir avec de nombreux recrutements en cours. Merci Lionel. Je crois que effectivement là encore voilà donc une mobilisation très forte donc qui a été ton groupe à la fois sur la solidarité, on l'a beaucoup suivi effectivement. Tu as dû pivoter complètement tes activités et tes outils de production au profit donc effectivement de cette crise sanitaire et de répondre à tes clients. Bravo pour ce que tu as fait. Jean-François, mon cher Jean-François, toi tu fais partie de ces acteurs qui ont été touchés d'une façon extrêmement brutale. Donc l'affichage extérieur. Nous sommes très proches, toi et moi. Je tiens à saluer ta résilience, je tiens à saluer ton courage, je tiens à saluer également la force que tu donnes pour peut-être, et je l'espère, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tu n'en voudras pas, que le groupe Excellium redevienne un groupe français. Et si de surcroît il pouvait être présidé par toi en tant que repreneur, ce serait assez formidable. Parce que je sais que tu as vécu des moments difficiles lorsqu'on est des actionnaires internationaux. Marché difficile, environnement difficile, vision difficile également donc de l'affichage dans une tendance verte que nous vivons aujourd'hui. Difficultés financières, parce que c'est quand même 400 emplois qui est en jeu au sein de ton entreprise. Voilà le combat que tu as dû mener maintenant depuis la mise en confinement. Tu vas peut-être nous en dire 2 minutes et après tu vas nous parler en 3 minutes du plan de reprise et de relance. Et j'espère qu'effectivement, demain, on sera affiché donc, le groupe Excellium comme un groupe français, présidé par Jean-François Curtil. Merci beaucoup, Dominique. D'abord, bonjour à tous. Oui, on peut dire que l'été a été chaud. En fait, ce qui s'est passé, comme beaucoup d'entre vous, mais nous, ça a été on-off, c'est-à-dire que le 17 mars, ça a été off en termes de chiffre d'affaires. Tout à l'heure, Eric, tu disais que dans le secteur de la communication extérieure, la perte de chiffre d'affaires sur la période se situait aux alentours de 50%. Nous, ça a été off, c'est-à-dire zéro. Voilà. Du jour au lendemain, on a mis les compteurs à zéro et ça a duré pendant 2 mois et demi. Donc, on a perdu 100% de notre chiffre d'affaires durant 2 mois et demi. Le seul chiffre d'affaires que nous continuions à faire, en fait, c'était le chiffre d'affaires opéré sur les panneaux permanents, directionnels, mais même cela, nos clients considérant qu'il n'y avait plus personne dans la rue et donc plus d'audience, il était normal que nous suspendions ces contrats, ce qui veut dire que en fait, la réalité, c'est que cette période a été un véritable cauchemar. Ce qui s'est, alors, il a fallu d'abord, évidemment, comme tout le monde, sécuriser nos équipes, organiser le travail à distance. Alors, nous, on a eu une chance incroyable.
Et là, je dois dire que on avait eu le nez creux, mais on n'avait absolument rien vu arriver, bien évidemment. Pour autant, la chance qu'on a eue, c'est que 18 mois avant, c'est-à-dire entre septembre 2018 et février 2020, on avait organisé dans l'entreprise un projet qui s'appelait #EMF 2020, et EMF comme Exterion Média France, organisé donc une formation de très grande ampleur, puisque ça représentait 180 heures de formation par collaborateur. Je ne sais pas si vous imaginez, 180 heures, ça commence à faire beaucoup, autour des sujets de la transformation digitale et de l'organisation digitale dans l'entreprise. Donc c'est un programme de formation qui a été mené en partenariat avec l'AFDAS et Audencia Business School, qui a d'ailleurs abouti à une certification Bac+2, Bac+3 et Bac+4 de tous les collaborateurs de l'entreprise autour des métiers du digital et de la transformation digitale de l'entreprise et de son organisation. J'en profite d'ailleurs pour répondre à une question que j'ai vue passer sur le fil. Il faudrait préciser ce qu'on entend par numérique ou digital. Alors, il y a les investissements dans le online, Internet. Pour notre part, c'est des investissements publicitaires dans le digital out of home. Le digital étant en fait l'association entre une dalle numérique et la data qu'on va y mettre. Et ça fait le digital, en tout cas au sens où nous l'entendons. Alors, ce programme de formation, on l'a terminé en février 2020 et le 17 mars, eh ben, on rentre dans une application opérationnelle de ce qu'on a appris pendant 18 mois avec tous les collaborateurs qui, coup de peau incroyable, sont tous équipés des outils qui vont bien. Les près de 400 collaborateurs de l'entreprise ont tous des PC, ils ont tous des applications, des portables qui leur permettent de communiquer. Alors déjà, on a eu vraiment une chance formidable et ce qui nous a permis de maintenir de manière extrêmement opérationnelle le lien avec nos équipes en interne, mais aussi en externe. Et puis, comme tu l'indiquais tout à l'heure, tout d'un coup, la seconde couche arrive début mai avec mon actionnaire à qui je peux pas en vouloir, mais bon voilà, c'est la vie, qui compte tenu de la crise mondiale dans le secteur de la communication m'adresse un courrier pour m'indiquer que à partir de ce jour il cesse tout soutien financier à sa filiale française pour se reconcentrer sur ses activités au UK et me dit clairement bon maintenant c'est à vous de vous débrouiller tout seul pour assurer la pérennité de l'entreprise. Alors évidemment là une fois la stupeur passée, on se dit très bien, on se relève les manches et puis on va voir tous les acteurs qui sont susceptibles de nous aider dans cette période assez compliquée, aussi bien à Bercy, et je dois dire que j'ai reçu un accueil vraiment, enfin au-delà d'un accueil, un véritable soutien des équipes de Bercy, ce qui n'est pas toujours le cas côté mon ministère de tutelle, qui est la solidarité et la transition écologique, où je suis, moi, le seul média à dépendre du ministère de l'Environnement, là où tous les autres médias dépendent du ministère de la Culture. Bon, la différence, c'est que quand on regarde toutes les mesures d'accompagnement qui ont été prises par le ministère de la Culture en faveur de ces médias, on s'aperçoit que cette liste est longue comme le bras, et c'est très bien, bravo. Par contre, côté ministère de la Solidarité et de la Transition écologique, on peut pas dire qu'on ait eu énormément d'aide, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est comme ça, il faudra aussi en retenir les leçons. Et en l'occurrence, à partir de là, oui. Jean-François, donc en 2 minutes, aujourd'hui, la situation telle que tu l'as dit, donc l'entreprise, mais aussi tu m'as fait part donc des 3 axes que tu avais développés, à la fois sur l'innovation,
l'engagement social et sociétal et la dimension de la data donc, autour de tes médias. Si tu peux nous dire un mot Oui, de la 2 minutes. Dans la situation économique, on a plutôt très bien repris sur juillet, août, septembre. C'est-à-dire que sur ces 3 mois, on a quasi retrouvé le même niveau d'activité que l'année passée. C'est assez d'ailleurs miraculeux, faut bien l'avouer. On s'y attendait pas, ce qui du coup m'a aidé énormément dans mes démarches pour retrouver un investisseur, parce que le modèle visiblement est bon et fonctionne, et la stratégie semble plutôt bien fonctionner, puisque dès que le vent revient dans les voiles, le bateau repart très vite. Par contre, sur septembre, octobre, novembre, pour le moment, alors septembre, c'est plutôt correct. Octobre, novembre, décembre, pour le moment, on est relativement prudent, parce que on ne retrouve pas du tout les niveaux le niveau d'activité de l'année passée. Alors, il est peut-être encore un peu trop tôt pour tirer des conclusions, mais en tout cas, il y a visiblement beaucoup d'inquiétudes sur le marché sur octobre, novembre, décembre, comme le précisait tout à l'heure notamment Eric. Nous, en effet, le levier principal pour la relance, c'est l'articulation autour de 3 sujets que sont en effet la contribution à la réduction de l'empreinte carbone de notre activité. C'est un élément essentiel pour rendre encore plus acceptable le média out of home dans un contexte où il est énormément challengé avec des propositions de loi ou des projets de loi qui visent quasiment à l'interdire. Donc, nous, évidemment, on est dans la culture du compromis. Interdire, c'est une chose, on peut pas l'accepter en tant que tel. Par contre, en effet, rappeler que, par exemple, Exterion Média, 100% fourni en énergie verte depuis 3 ans, 100% de nos mobiliers sont nettoyés à l'eau de pluie, 100% de nos mobiliers maintenant sont équipés de moteurs basse tension et d'éclairage LED qui consomment 5 fois moins que les anciens, les mobiliers standards anciennement équipés. Rappeler que l'ensemble de la filière papier avec laquelle on travaille produit sur des bases durables et éco-responsables. Tous ces éléments qui font que notre empreinte carbone se réduit et qu'on peut le mesurer et qu'on peut challenger la filière autour de ces sujets qui sont contributifs à un meilleur environnement. Le deuxième élément, c'est en effet contribuer à un monde meilleur, en tout cas créer du lien, créer de la solidarité au sein de la société, en utilisant notamment le digital pour diffuser du contenu sociétal. 40% de ce qu'on diffuse dans nos écrans digitaux aujourd'hui sont des contenus autour des valeurs de solidarité. Par exemple, sur les dalles digitales que nous exploitons à Paris, nous avons une application qui permet de mettre en lien des gens comme vous et moi qui ont des biens à donner, des vêtements, des vélos, tout ce qu'on peut imaginer, et des gens qui, eux, de l'autre côté de la chaîne, sont en recherche dans un périmètre de 300 mètres autour de la dalle digitale. Et on s'aperçoit que 80% des SDF sont munis d'un portable. C'est aujourd'hui d'ailleurs le seul lien social qu'ils conservent. Eh bien, en les mettant en relation au travers de nos dispositifs digitaux, on peut créer ce lien social nécessaire à notre société. Et aujourd'hui, 40% des contenus que nous diffusons sur nos dalles digitales sont des contenus non publicitaires de liens, de solidarité, de proximité. Et puis, en effet, le dernier aspect dont tu parlais à l'instant, c'est comment faire de la data un outil qui permette d'être plus efficace, de mieux s'adresser, de mieux répondre aux besoins des marques, bien évidemment en parfaite
conformité avec la loi, puisque tous les systèmes que nous construisons, nous les faisons privacy by design, c'est-à-dire que vraiment, c'est fabriqué en tenant compte de la contrainte réglementaire. Nous ne collectons aucune donnée personnelle, nous agrégeons l'ensemble des données, elles sont totalement anonymisées. Et on arrive aujourd'hui à comprendre de manière extrêmement réactive comment s'organise le trafic et l'audience devant nos dispositifs pour pouvoir finalement pousser les bons messages au bon moment, y compris sur des messages qui ne sont pas publicitaires et qui vont contribuer à un meilleur lien social. Et en cela, en effet, oui. Le temps joue contre nous. D'abord, merci de ces points de vue et de ces orientations. Merci à tous. Je crois que ici, on distingue bien la nécessité. Je crois que si on devait retenir des points forts, c'est effectivement le climat aujourd'hui et sans doute complexe. La visibilité en termes est difficile. On doit effectivement militer beaucoup sur cette nécessité du plan de relance et celle que les grands donneurs d'ordre, parce que n'oublions jamais que ce sont les marques et les grands donneurs d'ordre qui sont aujourd'hui ceux qui alimentent l'ensemble de cette filière. Le plan de relance, nous l'attendons et nous avons besoin des bons de commande et l'ensemble des autorités ont besoin des bons de commande de l'ensemble des grandes marques. J'aurai le plaisir d'y revenir avec Pierre dans quelques minutes. Ce que je retiens comme enseignement, c'est bien sûr la résilience, deuxièmement la solidarité dont vous avez fait preuve dans vos entreprises et la responsabilité. Aussi, vous êtes des vrais dirigeants d'entreprise. Bon, Jean-François, j'espère que tu nous annonceras dans les prochains jours et nous publierons et nous ferons un parole d'entrepreneur sur l'Observatoire sur ta reprise de ton entreprise et j'espère que tu nous le confirmeras. Fabienne, bravo pour ce que tu fais et pour les travaux que tu mènes. Je sais que tu mets beaucoup de valeurs humaines au sein de tes activités, transformation. Lionel, tu fais un travail remarquable autour du Covid et effectivement des barrières sanitaires. Eric, tu nous éclaires toujours autant donc sur les tendances. Je t'avoue, j'ai envie vraiment maintenant que tu te projettes et tu prennes des risques sur 2021. Fais vite, donne-nous des indicateurs, donne-nous effectivement des données. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui, vous savez, nous avions un webinaire récemment avec donc qui a été tenu par Geoffroy Roux de Bézieux qui dit ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui on a une visibilité à une semaine pour les chefs d'entreprise. C'est assez terrible parce que l'on soit grande entreprise ou que l'on soit TPE, PME, ETI, et bien sûr, donc on est par ricochet dans cette situation-là. Donc, en effet, la visibilité est très faible, est très courte. Pour autant, je crois qu'il y a deux leviers clés pour nous. C'est la reprise, donc effectivement, de la commande par les grands groupes, et deuxièmement, la mobilisation des acteurs publics par la commande publique. Parce que ce sont deux sujets importants qui sont d'ailleurs contributeurs dans le plan de relance tel qu'il a été présenté par notre gouvernement. Donc, je crois que ces mois prochains seront difficiles, indéniablement. Je pense que la mobilisation de la filière est au rendez-vous. Je suis certain qu'on a besoin de travailler dans la solidarité et je crois que plus que jamais, l'ensemble des acteurs de la filière se doivent d'être unis, quel que soit le secteur dans lequel ils constituent, et savoir porter haut et fort auprès de nos gouvernants et de nos pouvoirs politiques, donc la force qui est celle de l'ensemble de la filière de la communication. Merci à vous tous. Je vois que nous allons, merci encore, c'est toujours trop court. C'est là où nous avons la chance, lorsque nous sommes en présentiel, de pouvoir un peu poursuivre et élargir. Merci à vous tous d'avoir participé. Nous poursuivrons donc nos échanges et vous reviendrez nous voir très vite. Aujourd'hui, bonjour mon cher Pierre. Hey, bonjour mon cher Dominique, tu m'entends bien? Je t'entends bien. Parfait. Bonjour mon cher Pierre. Restez avec nous si vous le souhaitez. Alexandre, je vais te laisser arbitrer. Donc, bonjour, qui reste avec nous? Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour. Bonjour Dominique, bonjour Pierre. François, je crois que tu es là aussi, peut-être. Bonjour. François. Alors, peut-être avant même d'ouvrir la séquence, je tenais à vous informer que je l'ai reçu il y a exactement 20 minutes, donc un SMS de Jean-Baptiste qui a une urgence donc à la préfecture donc du 92 et qui ne pourra pas être parmi nous. Bon, pour autant, je saurais tenir les propos que nous avons partagés ensemble en préparation. Mon cher Pierre, c'est la 10e édition des tremplins d'économie. Ça fait 10 ans, nous devions normalement au mois de mars fêter les 10 ans de la médiation.
Oui, puis on a du mal à fêter les choses en ce moment. Et tu as remarqué qu'on avait beaucoup de mal à fêter les choses, mais je suis heureux que tu sois parmi nous. Et je voulais, au nom de l'ensemble de nos adhérents, au titre de l'Observatoire, d'abord tirer un grand coup de chapeau à la médiation pour le travail que vous avez su faire. Parce que je crois que nous avons pu constater plus que jamais, ça fait 10 ans que nous travaillons avec la médiation, 10 ans que nous avons mobilisé l'ensemble de nos acteurs de la filière à signer les chartes, à rejoindre les labels, à partager les valeurs. Nous étions à l'époque en pleine crise économique et financière avec ton prédécesseur Jean-Claude Vollot. Aujourd'hui, depuis que tu as repris donc avec brio donc la médiation, tu as montré toute la performance, l'efficacité auprès de notre filière. Et je tenais tout particulièrement à te remercier au nom de tous nos adhérents qui, indéniablement, unanimement, sont derrière moi pour dire merci à toi, Pierre. Tu as su nous informer en permanence des mesures que tu as prises. Tu as participé au comité de crise avec l'obligatoire du crédit. Donc, il ne se passait pas une semaine sans que par tes équipes et toi-même, tu nous informais des situations, donc des difficultés qui pouvaient être rencontrées et de la nécessité que nous avions à mobiliser notre filière, à te solliciter et à t'appeler. Tu n'as refusé aucun appel, aucune action et tu as transformé. Je crois que c'est une magnifique preuve d'efficacité et d'efficience que tu as apporté. Et je sais que tu l'as fait pour toute l'économie française. Mais nous, au titre de la filière, nous tenions à te remercier et à te saluer. Mon cher Pierre, maintenant, dis-nous un peu, on va pas refaire l'histoire parce que j'ai l'impression qu'on ressasse beaucoup, effectivement, la période du confinement qui a été terrible pour nous tous. Bon, ok. Nous avons effectivement sorti du confinement avec beaucoup d'espoir. Nous avons beaucoup parlé aussi ensemble sur la nécessité des grands groupes à repasser la commande au pouvoir public, à déclencher la commande publique. Nous sommes revenus avec plein d'enthousiasme. Peut-être un peu triste, toi et moi, je crois, au cours de cet été, que les grands groupes sont tous un peu trop partis en vacances. Mais ça, c'est mon message personnel et ça n'engage que moi. Et puis, à la rentrée, nous étions tous très confiants. On pensait qu'effectivement, et là, j'ai le sentiment qu'on a une tension nouvelle qui est devant nous, qui est une crise sanitaire, une baisse un peu du moral donc de notre filière. On l'a vu dans les baromètres que nous portons. Peux-tu nous dire en quelques minutes donc ta situation, ta lecture, ton vécu et surtout un peu la perspective et aujourd'hui. C'est ce qui nous apporte aujourd'hui. Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Merci Dominique de ce mot qui me touche énormément et évidemment que je partage très largement avec toutes les équipes de la médiation. Il faut rappeler que derrière ce service public qu'on essaie de vous amener, il y a des femmes, des hommes partout sur le territoire, des bénévoles, des retraités, anciens chefs d'entreprise, voilà, toute une équipe de permanents et de bénévoles et de gens de l'administration partout sur le territoire qui sont là pour faire la médiation, tenir nos outils, la charte, le label, tout ce que tu viens de dire. Et j'allais dire, je suis connecté depuis le début, depuis ce matin, et quand j'entends ce que j'entends depuis ce matin, je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on se batte. Franchement, des témoignages magnifiques, merveilleux. J'ai entendu des mots que j'adore, les mots de solidarité, par exemple, qui sont venus régulièrement dans la bouche des différents intervenants. Et je pense qu'effectivement, la solidarité, c'est une des clés de la réussite, de la sortie de crise par le haut, parce que soit on sortira tous ensemble, soit on n'y arrivera pas. Donc je reste persuadé que la solidarité est la clé. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons lancé le défi entreprise solidaire il y a quelques mois, ce hashtag sur lequel l'Observatoire comme média a joué un rôle déterminant. Toi et tes équipes, vous nous avez permis de mettre en avant des dizaines et des dizaines de belles pratiques. Et je crois que c'est ça qui sera encore une fois la clé de sortie. La clé de sortie parce que la situation, pour répondre à ta question, mon analyse, elle rejoint probablement ce que j'ai entendu aussi depuis ce matin, aussi bien en termes de témoignages que de chiffres. Mais au-delà de la sphère de l'Observatoire comme média, je pense que notre économie tient. Elle tient le coup. On peut se le dire. Notre économie tient le coup et ça, c'était pas gagné. Si on se reprojette il n'y a pas si longtemps que ça, on ne pensait pas aujourd'hui à la rentrée se dire l'économie tient le coup. D'ailleurs, beaucoup nous annonçaient une catastrophe pour la rentrée. Non, notre économie tient le coup, nos entreprises tiennent le coup. Évidemment, cela est dû à la fois à toutes les aides, ça a été cité, le PGE, le chômage partiel, enfin tout ce qui a été mis en œuvre,
mais aussi à la résilience, mais aussi à la force collective que représentent nos chefs d'entreprise. Encore une fois, les témoignages de ce matin montrent à quel point nos chefs d'entreprise sont capables de s'adapter, de se remobiliser, de mobiliser leurs équipes. Et tout ça, c'est une réussite puisque les entreprises sont là. D'ailleurs, les chiffres nous disent qu'il y a beaucoup moins, et c'est paradoxal, hein, beaucoup moins de faillites d'entreprises sur ces derniers mois qu'il y en avait l'année dernière à la même époque. Ça veut dire aussi, malgré tout, et ça, il faudra qu'on soit vigilant là-dessus, qu'il y a des entreprises qui, en temps normal, auraient déposé le bilan, parce que tous les ans, il y a entre 50 et 60 000 entreprises qui déposent le bilan, et qui, cette année, ont bénéficié d'aides qui leur ont permis de passer le cap. Alors, j'espère que beaucoup vont continuer, mais il faudra savoir qu'il y aura probablement aussi un effet de rattrapage, donc il ne faudra pas non plus se laisser impressionner par les chiffres dans les mois qui viennent. Il y aura une partie qui sera due à du rattrapage d'entreprises qui, entre guillemets, auraient dû déposer le bilan en temps normal et qui vont le déposer dans les mois qui viennent. Mais moi, je me concentre surtout, évidemment, sur toutes celles qui vont continuer et qui vont, j'espère, grandir, s'agrandir, se développer. Pour ça, tu l'as dit, il y a quelques clés. Une des clés, c'est bien entendu qu'on puisse bénéficier à fond de la solidarité, mais la solidarité, c'est pas juste un mot pour faire joli, c'est une solidarité qui bénéficie à tout le monde. L'appel que tu relayais tout à l'heure et que je lance depuis des mois aux grands groupes, aux grandes administrations pour lancer des bons de commande, il est impératif. Et au-delà des bons de commande, déjà des appels d'offres. J'ai entendu ce que disaient les chefs d'entreprise tout à l'heure, qui nous disaient, là, septembre, je vois à peu près, mais alors octobre, novembre, décembre, c'est le trou noir. Et quand on a un trou noir face à soi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met ses employés en chômage partiel? Est-ce qu'on les licencie? Est-ce qu'on se restructure? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que j'envoie cet appel depuis même avant l'été, en poussant tous ceux qui savent à lancer les appels d'offres. Au moins, quand on a un appel d'offres, on a une visibilité. Et quand on a une commande, bien entendu, c'est encore mieux. Je tiens à souligner d'ailleurs un nouvel outil. On en a peu entendu parler et je trouve ça dommage. Il y a un outil de crise parmi tout ce qui est mis en œuvre, qui est le fait de pouvoir aller voir son facteur avec une commande. Traditionnellement, on va voir son facteur pour faire de la facturage sur une facture. Là, jusqu'à fin décembre, si vous avez un bon de commande, vous pouvez aller voir votre facteur et financer votre bon de commande. Et cette commande, ce financement sera garanti par l'État à 100%. Donc la banque a assez peu d'arguments pour vous refuser ce financement. Pourquoi cet outil? Parce que même si les entreprises tiennent, on sait que beaucoup sont à trésorerie zéro et que ça va être un problème pour la reprise. Là aussi, je parle devant des gens qui connaissent ça aussi bien, sinon mieux que moi. À trésorerie zéro, quand on reçoit un bon de commande, on se dit mais comment je vais faire pour la financer? Mes employés, il faut que je le réembauche. La matière première, il faut que je l'achète. Si je suis à zéro et que j'ai déjà utilisé ma capacité de crédit, ça va être compliqué. Donc, sachez que vous avez cet outil supplémentaire, le financement du bon de commande. Utilisez-le. Il n'y a pas de raison. J'ai parlé aux différents banquiers, aux différents facteurs. Ils sont tous pour, ils sont tous prêts à le faire, sous réserve qu'on leur amène des dossiers. Dominique, je te sens brûlant de poser une question, donc vas-y. Pierre, oui, je voulais en poser une question à Paola Fabiani. Parce que Paola, d'abord, merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Tu occupes deux fonctions. Tu es président du COMEX 40 donc au MEDEF. Tu es président d'une très jolie entreprise française installée en France à haute valeur ajoutée sur la relation client. Ton regard à la fois de dirigeant d'entreprise et à la fois d'acteur institutionnel, parce que comme tu es au CAC 40, enfin au MEDEF, on a envie de dire, tu peux bouger un peu les dirigeants d'entreprise à passer les commandes ou il faut qu'on y aille ensemble. Donc, ma chère Paola, sur ton vécu, je sais que aussi de cette activité que tu portes a été très frappée par cette période du confinement. Je sais que là aussi, ton positionnement Made in France a peut-être été aussi un des éléments qui t'a permis de rebondir et je l'espère accélérer donc la reprise qui sera la tienne. Si tu peux nous donner cette double lecture que tu as et que tu manipules avec beaucoup d'agilité entre à la fois institutionnel et à la fois très opérationnel. Merci Dominique. Je vais essayer de faire au mieux pour faire une réponse à peu près complète. Puis merci de m'avoir invité. Vraiment, je suis ravie de participer à cette conférence en même temps très pragmatique. J'ai suivi la fin de la précédente partie. Alors, déjà, forcément, mon rôle en tant que chef d'entreprise et ma vision, parce que c'est ce qui nous mène à tout le reste et c'est ce qui fait le chemin.
Effectivement, déjà, on ne va pas revenir 100 fois sur le confinement, mais étant dans les centres d'appel, on a été à la fois très touchés avec certains clients, notamment dans le tourisme. On imagine bien, puisqu'en fait, tout s'est arrêté, ou même l'automobile. Mais par ailleurs, on a aussi pu rebondir sur d'autres secteurs d'activité, comme tout ce qui est autour du e-commerce, qui, on le sait, a pu avoir un gain important. Donc finalement, on a eu un confinement assez mixte. On a eu à la fois forcément une chute de chiffre d'affaires importante, mais en même temps, on a aussi pu repenser notre stratégie à l'avenir en se disant que finalement, il faut avoir plusieurs cordes à notre arc et pouvoir rebondir aussi bien sur les secteurs, sur les offres et les prestations. Et c'est un peu un message général au niveau de l'anticipation des crises demain. Le deuxième point, donc par ailleurs, je pense qu'on en a parlé, mais je pense que toutes les entreprises ont essayé à la fois de rebondir au mieux, mais en même temps ont montré, et je pense que c'est important de le souligner, une vraie solidarité citoyenne. Et je pense que ça l'est de plus en plus, l'entreprise citoyenne, on en parle de plus en plus de son rôle dans la vie publique. Mais effectivement, là, avec, je pense, le confinement et le Covid, on a vraiment vu des initiatives très positives et je pense que c'est important de le souligner. Et moi et un certain nombre de mes petits camarades, on a tous mis en place, chacun à notre façon, on a essayé d'apporter nos pierres à l'édifice, même si on se battait au four et au moulin en même temps, d'essayer d'aider en fait le mieux qu'on pouvait. Donc nous, on a travaillé avec la Croix-Rouge pour monter un centre d'appel bénévole, par exemple. Mais je pense que tout le monde a fait quelque chose et enfin, on a vu vraiment l'importance de l'entreprise dans le rôle sociétal. Donc ça, c'est un peu la période de confinement. Parallèlement à ça, en fait, quand on est sorti du confinement, on a eu un gros boost en juin, ce qui était très positif, qui s'est un peu, qui s'est amoindri fortement en juillet et août, avec des mois relativement difficiles. Et je rebondirai sur ce que tu as dit, Dominique. Effectivement, beaucoup sont partis en vacances. Alors, tant mieux, je pense que tout le monde en avait besoin. Mais par contre, effectivement, d'un point de vue chiffre d'affaires, ça n'a pas été simple. Et je rebondirai aussi sur ce qui a été dit. Et sur les mots que tu citais de Geoffroy, Roux de Bézieux, c'est qu'effectivement, je pense que la vraie difficulté, c'est la visibilité, comme toujours, et la visibilité en tant que chef d'entreprise, on le sait, c'est majeur, c'est essentiel dans le pilotage, et là, en fait, on a une visibilité à une semaine, à 2 semaines, parfois à 1 mois, mais l'anticipation est très, très difficile, et on sent que finalement, on a des projets qui vont se décompter très vite, alors qu'ils auraient mis des mois, et tout le monde se dit en prévision d'un éventuel reconfinement demain, et d'autres qui auront dû se lancer ne vont pas se lancer en disant on verra dans 1 an comment ça se passe. Donc il y a cette espèce d'agilité en permanence qui est assez complexe. Voilà un peu ma vision côté, entre guillemets, chef d'entreprise pour faire court et pas monopoliser trop la parole là-dessus. Je rebondirai forcément sur la vision COMEX 40. Donc peut-être juste en 2 mots, pour faire très très court, présenter le COMEX 40. Donc le COMEX 40, ça a été créé à l'initiative de Geoffroy Bézieux et Patrick Martin il y a juste 1 an et demi. On va dire que c'est un peu les young entrepreneurs du MEDEF, c'est-à-dire que ce sont les quarantenaires et moins du MEDEF. L'idée étant de doter le MEDEF d'un organe qui va être capable de réfléchir aux grands enjeux sociaux et sociétaux pour nos entreprises et qui vont impacter nos entreprises demain. Donc forcément, on est avec effectivement malheureusement cette crise, on est en plein cœur de la réflexion. On est 45 membres, 23 femmes, 22 hommes, 70% des secteurs d'activité représentés, 80% des territoires puisqu'on est toute France, et on a aussi surtout une photographie concrète du tissu économique, à savoir 1/3 start-up PME, 1/3 ETI et 1/3 dirigeants du CAC 40. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur des réflexions qui vont nous impacter avec cette représentativité pour donner finalement des idées, des préconisations. Et donc là, je vais en revenir forcément pendant le confinement et après, on a beaucoup travaillé au plan de relance. Alors très rapidement, on a sorti un rapport parce que le confinement nous a permis effectivement d'essayer de sonder un peu tous nos membres et d'autres pour voir un peu leur retour, et surtout derrière, on a travaillé au plan de relance et aux propositions par rapport à ça qui sont venues alimenter en fait celles que le MEDEF a fait auprès du gouvernement. Nous, on se sent particulièrement touchés en plus parce qu'on estime que malheureusement, ça ne va pas être la dernière crise, que celle-ci est sanitaire, mais demain elle pourra être numérique, elle pourra être autre, parce et que de par finalement notre âge et notre génération, on risque malheureusement d'être particulièrement touché par les crises. Donc, en fait, un des grands enjeux et pour nous une des grandes réflexions, c'est comment mieux se préparer aux crises. C'est-à-dire qu'il y en aura. Et donc, comment finalement mieux sensibiliser les entreprises et comment mieux les anticiper. Alors, bien sûr, on ne les anticipera jamais 100%, c'est impossible. Mais on se rend compte que les entreprises qui ont su le mieux réagir sont souvent celles qui avaient en fait
d'une part une agilité, une adaptabilité, un certain nombre de facteurs et de paramètres qu'on a analysés qui leur ont permis de très rapidement se remobiliser. Et ce n'est pas forcément les plus grosses pour autant. Ça n'a rien à voir avec la taille. Donc ça, pour nous, c'est une réflexion qui nous semble très importante. C'est vraiment d'intégrer le fait que malheureusement, on n'est pas à notre dernière crise, quoi. Et donc, effectivement, comment mieux l'anticiper, ça a été un des premiers sujets. Le deuxième sujet par rapport au plan de relance et par rapport aux réflexions qu'on mène qui sont un peu mixtes, ça a été le sujet de la transition professionnelle. Alors, le plan de relance l'accompagne, mais on sait qu'effectivement, de toute façon, on sait qu'avec l'intelligence artificielle et l'avènement de l'intelligence artificielle et de tout ce qui en décline, je vulgarise, on sait qu'il y a un certain nombre de métiers qui vont disparaître dans les 10 prochaines années. Je pense que la crise a aussi accéléré ça, voire même forcément mis en exergue ça. Et effectivement, un des gros points, c'est comment fluidifier l'emploi en France. C'est-à-dire comment faire en sorte d'attirer des personnes, des talents. Alors, j'aime bien parler de talents parce que je trouve que c'est vraiment le mot, mais d'attirer des talents et pas forcément jeunes, parce que quand on met talent, on a tendance à mettre associé derrière l'âge. Des talents de tout âge à des nouveaux métiers, leur donner envie d'essayer et donner par ailleurs envie aux sociétés, aux entreprises de les former parce que c'est chronophage, parce que c'est coûteux et parce que c'est pas forcément évident dans toutes les formes d'entreprise. Donc, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Le relance là-dessus a essayé de pousser un certain nombre de choses qui nous ont paru intéressantes, notamment sur les réformes sur les mesures sur l'apprentissage, etc. Je pense que ça peut aller encore plus loin et qu'on peut encore plus travailler la transition professionnelle. L'autre point sur lequel on travaille, c'est la partie RSE. Alors, on appelle ça ESG aussi. C'est finalement comment sensibiliser encore plus les entreprises à l'ESG, ou je dirais même, finalement, comment se servir de ce plan de relance, et c'est ce qu'a essayé de faire pour partie le gouvernement, pour que finalement, il y ait une transition qui se fasse là aussi, mais une transition écologique et une sensibilisation des entreprises et une mise en œuvre. Donc là-dessus, effectivement, le plan de relance est intéressant, il booste ça. Je dirais juste simplement que pour l'instant, la grosse question et la grosse interrogation sur ce point-là, c'est finalement les projets qui sont proposés et les financements qui sont proposés à travers les aides qui sont proposées à travers le plan de relance sont souvent sur des projets très complexes et assez importants. Et finalement, est-ce que ça va toucher toutes les entreprises? Voilà. Est-ce qu'il va y avoir assez de projets pour finalement utiliser ces milliards qui sont mis en œuvre? Peut-être qu'il y aura, j'espère, une V2 un peu plus souple et un peu plus adaptable à toutes les entreprises, parce que tout le monde ne va pas faire de la relocalisation industrielle demain, je l'espère, mais ça met quand même un certain temps et ainsi de suite. Donc, il y a quand même un message par rapport à ça, c'est comment finalement la PME que je suis typiquement, parce que là je reprends ma casquette de chef d'entreprise, va pouvoir finalement bénéficier des mesures du plan de relance, mais comme toutes les entreprises et les dirigeants qui nous écoutent là, je ne suis pas sûre qu'on voit tous comment rentrer dans le cadre du projet. Le projet n'est pas forcément simple. Après, troisième point, dans la partie plan de relance, c'est effectivement comment flécher deux choses, la commande publique, pour d'une part relancer, et vous l'avez cité, et tout le monde l'a cité, relancer finalement nos entreprises et notre économie. Cette commande publique, elle doit faire deux choses. Elle doit effectivement, d'une part, la relancer, d'autre part, accentuer la transition écologique. Elle l'accentue sur certains pans. On le voit avec, par exemple, toute la partie BTP ou des choses comme ça. Mais ce serait intéressant qu'elle le fasse de façon plus large et plus systématique. L'autre pan, c'est comment flécher l'épargne salariale. Alors là, effectivement, il y a énormément d'épargne salariale. Je crois qu'il y a plus de 100 milliards qui ont été constitués, 80, je ne sais plus en fonction des chiffres, m'en voulez pas pour l'imprécision, mais qui ont été constitués pendant cette période, et notamment à travers le chômage partiel. Comment faire en sorte que cette épargne soit fléchée dans notre économie et dans nos entreprises. Donc, voilà, c'est un peu, si j'avais 2-3 points à mettre en exergue, voilà un peu notre vision à la fois mix COMEX 40 Wisecom, je dirais, sur ce plan de relance. Et nous, par ailleurs, on travaille sur un dernier sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle l'alter-croissance, c'est-à-dire comment finalement valoriser d'autres indicateurs que les indicateurs financiers dans les entreprises et comment finalement créer un vrai système, mais pas un système entre guillemets ludique ou de mécénat, mais un vrai système de création de valeur importante et concrète. Donc voilà. Merci Paola. Nous devions, alors justement, je voulais faire une transition par rapport à tes propos avec Jean-Baptiste qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous pour une urgence sur la préfecture du 92. Je voulais vous en dire un mot. Effectivement, l'observatoire a été saisi par le cabinet du préfet, le préfet au mois de mai dernier pour parler, pour mieux comprendre la filière de la communication sur le territoire du 92, puisque nous avions eu à porter un certain nombre d'actions autour de l'emploi. Je reviendrai sur ce point. Et dans ce contexte-là, nous avons eu effectivement à remettre un rapport
en juin dernier, donc à la sous-préfète Herrero et au préfet, donc sur les pistes que nous envisagions pour la relance économique, effectivement, sur un territoire comme celui du 92. Alors, c'est pas tout à fait par hasard si ce territoire s'est intéressé à notre filière de la communication, c'est parce que le poids économique de la filière, donc sur le territoire, représente 30% des 39 milliards investis en France. Donc, ils sont représentés sur le territoire du 92. Et là, pour le coup, Paola, je rebondis sur ce que tu disais. Donc, il y a deux axes qui se sont distingués et Jean-Baptiste aurait dit probablement mieux que moi. Donc, il y a un axe qui est autour de l'emploi, la reconversion. Je sais qu'aujourd'hui, indéniablement, il y a le besoin. Nous avons conscience que des métiers vont disparaître. Je crois que ce serait à l'heure de penser que tout va tenir tant bien que mal. Non, les métiers vont évoluer, certains vont disparaître. Donc, la notion de reconversion est un élément déterminant. Je l'avais rappelé en début de notre enquête sur le baromètre là, donc de fin septembre. On voit bien quand même que le risque sur l'emploi est lourd. Il pèse à 38% du risque, donc effectivement, de procéder à des actions de licenciement. Donc, c'est très inquiétant. Donc, la notion de l'emploi est une notion déterminante. Et de pouvoir accompagner à la fois les plans jeunes, à la fois l'apprentissage, tout ce qui avait été initié. Et là, pour le 92, nous avons remis un certain nombre de pistes de réflexion et nous poursuivons des échanges ensemble pour effectivement œuvrer sur cette voie-là. Deuxième axe que aurait porté Jean-Baptiste indéniablement, c'était l'axe économique. Et là, qui nous renvoie d'ailleurs à ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est l'affacturage inversé. Parce que là encore, c'est indéniablement des mesures qui sont mises en place, qui sont pas assez connues par les entrepreneurs. Et nous avons un rôle d'information et de communication auprès d'eux pour leur dire il faut saisir cette opportunité. Et on le fera d'une façon, je l'espère, massive sur le territoire du 92 avec les acteurs du 92. Et puis, je crois que la commande publique, puisque ça fait partie des travaux également sur le 92 sur lequel on a fait focus et porté notre attention, et Jean-Baptiste l'aurait rappelé, c'est une action importante pour mobiliser l'ensemble des acteurs donc du 92 pour que eux-mêmes puissent passer de la commande publique. Donc voilà, donc je crois qu'il faut qu'on soit très attentif. On va essayer, nous, à l'Observatoire, dans ce contexte-là, d'embrasser à la fois la dimension qui est celle de l'emploi, qui était celle donc de la commande publique, qui est celle des modalités de financement, mais je pense aussi à un élément que tu rappelais, Paola, qui est très important, c'est la solidarité. Alors, je voulais en profiter pour faire un point de jonction, mais je vous tiendrai au courant sur tous ces travaux qu'on mène au titre du 92. Pierre, Philippe Bernat, donc à tes côtés, donc travaille beaucoup avec moi sur le sujet, tu sais, il est très présent donc lors de toutes les réunions à la préfecture pour que nous puissions voir comment nous maillons l'ensemble de nos actions. Je voulais partager un petit moment de clin d'œil avant de repasser la parole à Pierre parce que j'ai plein de questions encore à te poser et tu as plein de choses encore à nous dire. Je voulais faire un petit clin d'œil avec une personne, donc vous allez dire c'est bizarre de ces anecdotes, mais une personne qui en plein confinement nous a taclé, mon cher François, en disant oui, avec vos webinaires, vous faites du business. Bon, d'abord, nous, on fait pas de business à l'association, donc c'est plus simple. Donc, j'ai vu ce petit mail que tu as envoyé à ça. J'ai décroché mon téléphone, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe, docteur? Je t'ai eu en ligne, tu as été adorable. Tu m'as parlé parce que tu étais en train de souffrir beaucoup dans ton entreprise. Tu as des graves difficultés. Et puis voilà. Et puis, on a dit, tiens, tu as peut-être un problème. Il m'a dit, oui, j'en ai un. Il me l'a parlé. Il m'en a parlé. Il va en reparler à l'instant. J'ai dit, écoute, moi, je pense qu'il y a peut-être une solution pour répondre d'une façon très opérationnelle. Donc, en fait, tu étais très fâché contre nous. Donc, au début de nos relations, bon, ça s'est apaisé. Je suis très heureux que tu sois aujourd'hui adhérent et je suis très heureux que tu viennes témoigner de ce qui s'est passé d'une façon très concrète et opérationnelle. Je te laisse la parole en 3 et 4 minutes. Rappelle-nous. Je crois que c'est un bel exemple. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Non, pas fâché. Simplement, la remarque que j'ai faite est celle de quelqu'un qui fait de la communication depuis 30 ans, qui est de dire qu'il faut positiver. On a une problématique à trop enfoncer des points négatifs. Le fait de recevoir, et c'était le cas à l'époque, une trentaine de mails par jour avec le mot Covid est pas forcément quelque chose de très positif. Je pense que le talent d'un entrepreneur, moi ça fait 35 ans maintenant, c'est d'abord la passion et c'est aussi la vision. Donc, je vais essayer de résumer ça de façon très courte. La vision, c'est l'énergie et c'est l'équipe.
La mission, c'est d'être utile et d'avoir un business plan qui soit un modèle, si vous préférez en français, résilient et robuste. Alors, ça veut dire qu'il faut se remettre en question tout le temps. Et le simple petit mail que j'ai envoyé n'était pas dans la volonté assassin, mais simplement de relever un point qui est que en France, on a du bon et on l'utilise pas forcément. Alors, on a 250 000 TPE dans le numérique, mais ça représente que 8% à peu près du PIB. Ça devrait représenter 20% parce qu'on est les fondateurs et les créateurs du numérique. Hein. Les exemples sont très longs, les réseaux, l'ordinateur, le stockage. Et là, il y a un gisement d'emploi et il y a aussi beaucoup de gens, petites, moyennes, grandes entreprises, qui sont vraiment des passionnés. Je crois qu'on a en plus une façon différente de faire les choses et une façon avec, je dirais pour résumer, une vision plus européenne. Et ça, c'est très important, d'autant que maintenant, il n'y a plus à expliquer qu'on a des problèmes de sécurité, d'autonomie, de maîtrise, de souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler avec des éditeurs étrangers, mais ça veut dire qu'on doit savoir le travail, savoir le faire soi-même et être à armes égales avec ses confrères. Maintenant, ce que j'ai retrouvé par le contact qui nous a liés, c'est effectivement ce questionnement sur la solidarité et le financement, sur la commande publique, sur l'emploi. Et je crois qu'il y a un gros chantier et que, et c'est vraiment le message, cet appel que j'ai passé est une façon de dire profitons de cette opportunité. Parce qu'en fait, la qualité d'un chef d'entreprise, c'est de savoir faire du bon avec du mauvais. Je le dis clairement, ça va pas toujours bien dans une entreprise, mais vous voyez, quand on travaille aux choses au quotidien, quand on attrape les sujets au quotidien, on fait du positif. Là, vous avez, on a vu des exemples qui sont très emblématiques, de gens qui ont eu des coupures de chiffre d'affaires, ce qui ne fut pas notre cas, de gens qui ont participé je dirais, au recollement, à la consolidation de la trésorerie fournisseur, ce qui a été notre cas, de gens qui, malgré une baisse de productivité, ont continué à travailler et n'ont pas joué du chômage partiel, ce qui a été notre cas. Et là, on retrouve la fonction de mission, parce qu'une entreprise, c'est dans mon esprit pas simplement un acteur économique, c'est aussi un acteur social. Ok. En 2 mots, qu'est-ce qui s'est passé avec la médiation, puisque c'est une rencontre avec Philippe? Alors, on va commencer par comment plutôt que quoi. Comment, pourquoi? Donc, très bien. On ne rentrera pas dans les détails. Non, ça s'est passé très bien. Non, la problématique est bête. On est dans un pays qui est assez administratif. Il n'y a pas lieu de le reprocher, c'est un État. Et il se trouve que certains de nos règlements, dont celui des impôts sur notre crédit impôt recherche qu'on pratique depuis maintenant plus de 15 ans, étaient en gel. Alors pour des raisons purement administratives. Et c'est vrai que l'intervention du médiateur a permis de débloquer. Mais là où on doit faire très attention, c'est que, et je comprends parfaitement l'administration disant on doit vérifier les choses parce que évidemment les effets d'aubaine ça existe malheureusement. La responsabilité elle doit être mutuelle. Voilà, on va pas en débattre. Les entreprises doivent être responsables et bien sûr c'est grâce à cet exercice de responsabilité qu'on peut faire un État qui fonctionne et un État économique et un État administratif. Et là on avait une petite faille administrative qui faisait que un certain nombre de dossiers étaient sur le bord de la table. Ce qui est préjudiciable parce qu'au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce maillage d'entreprise nous permet de construire quelque chose qui assure finalement notre autonomie numérique. Alors, il n'y a pas lieu d'expliquer qu'avec le Covid et tous les événements qu'on a aujourd'hui, le numérique, c'est une source d'emploi, mais c'est surtout une source de maîtrise de notre propre avenir. Merci. Pierre, peut-être pour reboucler un peu les propos donc effectivement de Paola et puis d'ailleurs ceux de François et si aujourd'hui tu devais un peu nous aider un peu à nous éclairer sur notre feuille de route dans les prochaines semaines, parce que j'ai envie de raisonner les prochaines semaines, parce que en effet on sait qu'une tension, cette tension sanitaire de court terme a retendu un peu le climat des affaires. Comment tu vois un peu la chose et comment tu réagis à ça et sur la commande publique, est-ce que tu peux nous en dire un mot peut-être plus? Je sais que sur le 92, il semblerait qu'il y ait des moyens qui ont été alloués pour leur donner la possibilité de passer de la commande. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? Sachant que tu sais que dans notre écosystème, qui est celui de la filière de la communication, le secteur public n'est pas un secteur que la filière sait très bien adresser ou a envie d'adresser. Je suis partagé entre les deux. Certains vont dire non, on n'a pas envie de répondre. Donc là, il va falloir aussi qu'on incite les acteurs de la filière de communication qui ne sont pas accoutumés à répondre aux acteurs publics
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces points-là, peut-être pour nous donner aussi le bon tempo pour que les acteurs disent « Ah bah oui, le compte public, je ne vais pas répondre à l'appel d'offres ». Il faut quand même qu'ils se mobilisent. Bon, c'est beaucoup de questions là, Dominique. Je vais essayer d'y répondre en quelques minutes. La tension, oui, la tension en 2 mots est là. Nous, on le voit dans nos chiffres de médiation. Je ne reviens pas sur le passé, le tsunami qu'on a connu avant l'été, mais je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, on est à 2 à 3 fois plus de saisines de médiation qu'on n'en a jamais eu historiquement. Ce qui veut dire qu'il y a encore une tension forte entre les entreprises ou entre les entreprises et les administrations, que ce soit sur les marchés publics, mais on vient de le rappeler aussi sur le crédit impôt recherche, puisque vous savez que vous pouvez nous saisir, ça vaut le coup de le rappeler à cette occasion, sur les sujets de crédit impôt recherche, voire même sur tout sujet avec l'administration. Vous savez qu'on teste ça, je le rappelle, sur 4 régions de France. Donc si vous avez un sujet, quel qu'il soit avec l'administration, n'hésitez pas à essayer de nous saisir, et si on peut vous aider, on le fera. Donc tension forte, visibilité, on l'a dit, extrêmement limitée, Paola vient de le redire. Pour autant, moi je dis effectivement, ne lâchez rien. Et dans le ne lâchez rien, il y a effectivement aller vers cette commande publique. On a édité un certain nombre de guides, on va en rééditer un dans quelques semaines parce que toutes les normes de la commande publique ont un peu explosé avec la crise et c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de souplesse, il y a des seuils en deçà desquels les appels d'offres vont être extrêmement simplifiés, qui vont être montés considérablement. Donc, moi, je dis, intéressez-vous à cette commande publique. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. On n'a jamais su le quantifier tellement il y a d'argent dedans, mais c'est parce que ça regroupe à la fois des administrations, mais des acteurs publics, des entreprises publiques, mais on parle de dizaines, voire de centaines de milliards d'euros. Donc, intéressez-vous à cette commande publique qui n'est pas si compliquée. Encore une fois, allez sur notre site, vous trouverez des petits guides pour vous aider et qui s'appelle « Oser la commande publique » et restez vigilants pour la sortie du prochain qui va prendre en compte toutes ces nouvelles mesures parce qu'on se dit c'est dommage que tout cet argent n'aille que vers des grands groupes. Aujourd'hui, la commande publique, c'est 23% de PME. C'est pas assez. C'est pas assez de se dire qu'il n'y a que 23% de la dépense publique qui va vers des PME, alors que ce sont des montants colossaux et qu'il y a plein de petits marchés. Et je crois qu'il faut aussi rester modeste, mais une somme de petits marchés. Quand je dis petits marchés, c'est qu'aujourd'hui, il y a des seuils qui vont monter jusqu'à 20, 30, 40, voire 100 000 euros sur certains domaines. 30, 40, 100 000 euros, si on en fait quelques-uns, ça commence pour des petites structures, et je sais qu'il y a pas mal de petites structures à l'Observatoire Comédia, à devenir des marchés intéressants. Donc, intéressez-vous à ça, allez voir vos collectivités, tu parles du 92, et c'est fantastique que là, ce soit la puissance publique qui se dise, on va essayer de communiquer mieux, de faire mieux connaître, et évidemment, on les pousse aussi, de la même manière que j'essaye de dire aux chefs d'entreprise, osez la commande publique, je dis à la commande publique, allez-y, poussez, envoyez les appels d'offres, faites des décompositions d'appels d'offres, de l'allotissement, comme on dit, pour permettre qu'il y ait des petits marchés. Donc voilà, c'est une manne d'argent, il faut en profiter. Là aussi, si vous avez une difficulté, si à un moment donné le marché se passe mal, si vous n'êtes pas payé, aussi le médiateur des entreprises est là pour vous aider. Donc allez-y, ça vaut le coup d'y aller. Et sachez que vous avez une corde de rappel, qu'on est là pour vous aider s'il y a une difficulté derrière. Merci Pierre. Paola, je voudrais revenir sur 2 dimensions. La logique du télétravail, donc ces changements de mode de fonctionnement, puisque toi tu es dans la relation client et donc tu étais directement concerné, comment tu l'apprécies, cette dimension-là? Bon, je sais qu'on fait un peu les allers-retours sur le télétravail en disant tout le monde va aller au télétravail, puis après c'est 2 jours, puis après c'est 3 jours, mais il y a un mouvement de fond qui s'opère. Donc, cette lecture qui est la tienne, et dans les activités qui sont les tiennes, et où le présentiel est aussi un élément assez déterminant, mais peut-être aussi à distance, comment tu gères cette équation dans tes activités de relations clients? Alors, je vais te répondre à double titre parce qu'en fait, à la fois, encore une fois, à titre de Wisecom et au titre du COMEX 40, puisque ça fait partie des travaux sur lesquels on réfléchit. Alors, au niveau de Wisecom, ce qu'il faut savoir, alors Wisecom sont des centres d'appel, mais dans Paris. Donc, malheureusement, mais finalement peut-être un peu heureusement aussi, avec les gilets jaunes, les grèves qu'on a eues en décembre, on a déjà été très entraînés à essayer de trouver des solutions pour que nos salariés ne puissent pas venir sur nos sites. Du coup, ça nous a permis, au moment du confinement, de mettre 100% de nos salariés en télétravail dès l'annonce du confinement, dès le lendemain.
Donc, ça nous a permis de nous former à l'agilité. Je reviens beaucoup sur cette notion. Alors, le mot est un peu galvaudé, mais c'est quand même très important. Et là, en fait, finalement, on a découvert, bon gré mal gré, dans cette période de confinement, qu'on pouvait tout à fait adapter et transformer notre mode de travail. Nous qui avions fait des centres d'appel en plein cœur de Paris pour travailler la proximité, on pouvait aussi garder cette proximité tout en proposant d'autres modes. Et là, je vais rebondir sur un peu nos travaux autour du COMEX 40. En fait, nous, on appelle ça pour l'instant le flex working. Bon, le mot n'est pas parfait. L'idée qu'on en a, c'est de se dire, et moi je le constate aussi en tant que chef d'entreprise au quotidien, c'est de se dire que finalement, le télétravail, on l'a pris, c'est pas la solution systématique à appliquer pour tous. Concrètement, ça peut très bien fonctionner pour certains parce que ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de son travail, bien sûr, mais ça va aussi dépendre de son cadre personnel, ça va dépendre finalement de son envie par rapport à ça, de son contexte familial. Tout le monde n'a pas les mêmes familles, les mêmes dimensions d'appartement, quoi. Voilà, on l'a vu. Donc, mais d'un autre côté, ça va aussi peut-être très bien répondre à d'autres personnes. Donc l'idée, c'est qu'à travers la loi, à travers un certain nombre de modifications, aussi bien d'état d'esprit d'entreprise, mais aussi de salariés, on avance vers des solutions qui se font un peu plus à la carte et qui viennent, fur et à mesure, répondre aux attentes de chacun. Ça peut être demain de pouvoir, pour certaines personnes qui habitent très loin, se rendre sur un lieu de travail, mais qui n'est pas forcément celui de l'entreprise. On peut imaginer que la personne souhaite partir de chez elle, parce qu'il y a des gens qui aiment partir, aller au travail, très concrètement. Ça correspond mieux à leurs attentes, mais par contre, pour autant, elles peuvent aller sur un autre lieu qui n'est pas forcément celui de l'entreprise, parce qu'il est très loin quand le travail le permet. D'autres peuvent être en télétravail. Donc voilà, nous, on est beaucoup sur cette notion et on réfléchit beaucoup à ça au sein du COMEX 40 avec un groupe de travail qui s'appelle le Flex Working. Et par ailleurs, au niveau de Wisecom, ce qu'on a fait, c'est que là, on a maintenu on a plus de 70% de notre effectif en télétravail, mais avec, par contre, une fréquence de lien social très importante, dans le sens où on demande à nos salariés de revenir chaque semaine, une journée, alors on a fait l'inverse, dans les locaux, avec l'ensemble de l'équipe, si possible, ou en tout cas une grosse partie, et leur manager. Parce que, parallèlement à ça, on estime que l'entreprise, c'est, encore une fois, ce n'est pas qu'une solution économique et financière, c'est aussi un lien, c'est aussi un rôle social et sociétal très fort, et ce lien, finalement, il se fait au travail. Donc, si on casse ce lien, il n'y a plus de reproduction. Et nous, le postulat qu'on a pris, pour finir là-dessus, c'est de se dire, finalement, peut-être que parfois, voir quelqu'un une fois tous les 15 jours, le voir bien, ce sera mieux que de le voir tous les jours et plus se rendre compte qu'il est là. Donc, en fait, voilà un peu l'idée qu'on a. C'est-à-dire qu'on a proposé, donc, on a fait voter nos salariés par rapport à ça. Donc, on fait des votes toutes les semaines là-dessus, sur qu'est-ce que vous pensez de ça. Pendant tout le confinement et pendant la suite, on a fait voter nos salariés parce qu'on pense que c'est très important qu'ils contribuent et puis on ne connaît pas forcément leur point de vue. Surtout qu'on a toutes les tranches d'âge, toutes les origines, tous les profils qui vont des juniors aux très seniors. Donc, voilà, on a des mamans au foyer qui travaillent, etc. Donc, voilà, l'idée, ça a été de faire ça. Ceux qui ne peuvent pas travailler de chez eux, qui ne le souhaitent pas, ils peuvent venir au bureau. Ceux qui veulent travailler de chez eux, ils peuvent, mais on maintient le lien social. Voilà. Merci Paola, merci pour ce regard, c'est très pragmatique. Mon cher Pierre, moi un autre axe je voulais t'interpeller ce matin et je ne savais pas parler parce que tu avais tellement de sujets à traiter, c'est la problématique de l'innovation. Oui. Tu sais, on anime un écosystème important donc, de start-up au sein d'Observatoire Comédia. Alexandre en pilote un peu plus de 300. On n'en parle plus. Ils ne sont plus audibles auprès donc, des grandes entreprises parce qu'il semblerait que ça soit pris comme un élément secondaire des priorités du moment. Ça a été quand même une dynamique extraordinaire qu'on a pu montrer aux grands donneurs d'ordre et aux grandes marques. Je t'avoue, je te fais part là en direct de ma profonde inquiétude sur ce sujet. Et aujourd'hui, ça a été ceux qui ont fait venir beaucoup de grands comptes, beaucoup d'acteurs de la filière qui se sont intéressés aux startups, en investir. On les sent se monter mis de côté. Ils sont extrêmement résilients. Moi, je l'ai beaucoup travaillé, Alexandre a beaucoup travaillé avec eux toute la période du confinement, à échanger avec eux. On va remettre en place d'ailleurs des rencontres business pour leur permettre de reprendre du souffle, de visibilité auprès donc des marques, mais auprès aussi des acteurs de la filière qui pourraient les utiliser. Je te fais part d'une certaine inquiétude sur ce point-là, parce que eux sont restés un peu en retrait, on les a plus beaucoup entendus, on n'a pas pu les présenter. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que là, il y a peut-être un point d'appui qu'on pourrait avoir auprès de ces acteurs formidables, et ces entrepreneurs formidables que sont donc ces start-upers?
Tu fais bien de mentionner ce point, Dominique. Tu sais qu'on travaille beaucoup sur l'innovation, notamment avec Philippe Bernat dans l'équipe, qui est peut-être en ligne d'ailleurs, mais que tu as cité tout à l'heure. Ce que j'ai constaté depuis le début de la crise, c'est un réflexe de repli sur soi de beaucoup d'entreprises, petites, moyennes, grandes, qui se sont repliées sur elles-mêmes et en premier lieu sur un seul sujet qui a été mentionné tout à l'heure, sur leur trésorerie. Oui. Et évidemment, quand on ne regarde plus que la trésorerie, on pense très très court terme et du coup, on ne pense plus à l'innovation. Je te rejoins sur le fait que ça nous met à risque très rapide. C'est-à-dire que ça peut se comprendre comme réflexe, c'est-à-dire ça pouvait se comprendre en mars, en avril, en mai. Je pense il faut sortir de ça maintenant et assez rapidement, parce que si on reste très focalisé, très court terme, et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur les appels d'offres, sur les bons de commande, sur bouger, faites tout ce que vous pouvez faire, faites-le maintenant. L'innovation en fait partie. Donc si toutes ces grandes, moyennes, petites entreprises ne vont pas tout de suite se tourner vers l'innovation, ça va très vite dégringoler, parce que oui, on aura une trésor qui tiendra le coup, mais on ne saura même pas quoi en faire. Et on va passer à côté de tout un tas d'innovations. Cette solidarité intelligente dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est se tourner vers notamment ces petites structures, parce que c'est intelligent de le faire, parce qu'on le sait tous, l'innovation, elle vient de moins en moins des grands groupes, parce que les structures, la lourdeur, les dossiers à remplir en interne, la hiérarchie, fait que c'est de moins en moins possible, et elle vient très très majoritairement des petites structures. Donc se couper de ces petites structures, parce qu'on leur parle plus, parce qu'on les paye pas, parce qu'on a arrêté les contrats, c'est se couper de son avenir proche. Donc oui, ce message, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on le passe ensemble. Il est grand temps de revenir vers les structures innovantes, de réouvrir les portes, de recréer des rendez-vous, même si c'est des rendez-vous par virtuels comme on est en train de faire maintenant, c'est pas très grave, on arrive à se parler quand même. Mais l'innovation d'aujourd'hui, c'est la clé du maintien de l'activité et du développement de demain. Donc oui, passons ce message très fort. Bien, je voulais, ma chère Paola, cher Pierre, cher François et tous nos invités précédents, d'abord vous remercier d'avoir accepté donc de partager ce temps ensemble pour essayer d'éclairer aussi notre écosystème. Moi, je crois que je ne saurais jamais autant insister sur un mot, bon, bien sûr la solidarité, évidemment, Pierre en a parlé, mais également la nécessité que notre filière de la communication, aussi diverse soit-elle, tu en es la preuve, Paola. Tu es dans notre filière, je t'ai toujours dit. Donc, aussi diverse soit-elle, a besoin d'être perçue comme une vraie chaîne de valeur. Je sais qu'avec Pierre, on milite depuis des années à faire venir les organisations professionnelles pour qu'on se parle entre nous. Je crois qu'il faut, une fois pour toutes, que l'ensemble des acteurs de la communication, agences, médias, événementiels, numériques, industriels, start-up, audiovisuels, images. Donc, on montre un bloc, et je crois que c'est ce qu'a compris également le 92 et le préfet avec lequel j'ai travaillé, c'était de dire qu'effectivement, si on avait compris que la filière était consolidée, aujourd'hui, probablement, il y aurait eu des plans de mesure faits dédiés à la filière et non pas par séquence. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est la solidarité. Parce qu'effectivement, je crois que plus que jamais, on sait que notre filière était aussi en situation compliquée avant même le Covid. On sait. On a eu à en parler, Pierre. Hein, le jour du Covid, tu m'as dit, Dominique, comment va vivre ta filière cette situation qui elle-même est déjà en situation difficile. Je crois que ça va nécessiter également de travailler sur la complémentarité, la reconcentration des métiers et en tenant compte de tous ces publics qui aujourd'hui vont devoir accompagner leur mutation professionnelle par la reconversion. Parce que là, c'est un chantier donc tout à fait important et qui est devant nous. Voilà, moi, les messages que je souhaitais faire passer. Peut-être, Pierre, je voudrais que tu nous donnes le mot de conclusion. Je n'ai pas envie de conclure. J'ai envie que ce soit toi qui conclue. Parce que tu sais, lorsqu'on fait les tremplins d'économie, toi et moi, tu es toujours l'homme de la conclusion. Et je crois que je te laisse conclure. Donc, ce webinaire de ce matin, je sais que tu as participé à tous les échanges. Tu les as écoutés avec beaucoup d'attention. Et je sais que tu les distilles au sein de tes équipes et que nous en reparlons après. Je te laisserai conclure ce webinaire. Et merci à vous tous. Merci à Pierre pour la conclusion que tu sauras nous apporter. Bah écoute, merci Dominique. Déjà un grand bravo pour une fois de plus avoir permis de tenir cette réunion dans des conditions un peu exceptionnelles. Moi, je suis très heureux d'avoir partagé la scène avec François et avec Paola, bien entendu.
avec qui on a plein de choses à faire comme toujours, et c'est bien, on est souvent en ligne et ça fait plaisir. Le mot de conclusion, mais c'est ce qu'on s'est dit, hein, il y a quelques mots qui sont revenus et je pense que c'est des mots qu'il faut qu'on imprime, qu'on s'imprime en nous-mêmes parce que c'est ceux-là qui vont nous permettre de sortir par le haut. Résilience, je crois que c'est un mot magique, mais qui a transpiré depuis ce matin de tous les témoignages et c'est fantastique. Donc résilience, solidarité, et encore une fois, pas une solidarité pour se faire plaisir, pour faire joli, etc. Une solidarité parce que c'est ce qui est le plus intelligent, parce que c'est la manière de demain, j'allais dire d'aujourd'hui, d'ouvrir les portes de demain. Hein, donc si on est solidaire intelligemment aujourd'hui, on s'ouvrira tous les portes d'un bien meilleur demain, d'un demain où on saura traverser les crises, comme l'a dit Paola, je suis d'accord avec elle. On va en voir d'autres, on en a vu d'autres, on en verra d'autres. Donc, autant apprendre à traverser ces crises de manière solidaire. Et puis, allons-y. Avançons, fonçons. Ne nous laissons pas freiner par... François a parlé des médias qui parlaient de Covid tous les jours. Oui, c'est vrai. Et il y a des bonnes raisons sanitaires pour ça. Mais il faut qu'on soit aussi là pour dire il y a une économie qui tourne, des entreprises qui tournent. Des gens qui sont là pour les aider. Je te remercie encore de ce que tu as dit, Dominique, sur mes équipes et tout le travail qu'elles font pour vous aider. Et je l'étends à tous les gens de l'administration parce que il faut aussi, moi je les vois, hein, tu sais que je viens du monde de l'entreprise, mais quand même le boulot qui a été fait par les administrations pour aider sur le PGE, le chômage partiel, etc., je crois qu'on peut leur tirer un coup de chapeau. Elles ont fait un travail fantastique et je pense et je souhaite que tout ça continue, que cette solidarité publique-privée, elle reste aussi une grande marque qui ressortira de cette crise. Donc, voilà, serrons-nous les coudes, avançons tous, n'hésitons pas à nous appeler les uns les autres. La médiation est à votre disposition, tu le sais, François le sait, tous ceux qui l'ont vécu le savent. Je préfère qu'on nous appelle, j'allais dire un peu trop tôt, plutôt que de nous appeler un peu trop tard. On est là pour aider et on le restera. Et puis encore, voilà, bravo à tous, gardez le moral, gardez la dynamique, le dynamisme que vous avez prouvé depuis ce matin et depuis de nombreux mois. Et on se revoit très bientôt pour se dire que ça y est, c'est reparti. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci Pierre.